IDFM 98 de la bande et Bonne FM. Aujourd'hui, nous allons parler de vos dents, les dents miroirs de votre âme, avec une approche quantique du docteur Juliette Perronnet, qui est docteur en chirurgie dentaire depuis 30 ans, titulaire d'une maîtrise de sciences biologiques et médicales. Elle est formée en naturopathie, en ostéopathie et en homéopathie. Elle est passionnée par la physique quantique et par les différentes grandes traditions et systèmes symboliques. Elle pratique la médecine symbolique et propose des bilans quantiques depuis plus de 10 ans. Je pense qu'elle fait des formations. Bonsoir Juliette Perronnet. Bonsoir Joël Vérin. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'IDFM. Vous avez une préface Emmanuel Ransford. Pourquoi vous l'avez choisi comme préfacier? Alors, c'est une bonne question parce que j'admirais beaucoup ses travaux déjà. Et puis, je me passionne de physique quantique. Donc, il me fallait quelqu'un quand même pour soutenir un petit peu mes recherches au niveau de la thérapie, des dents et de la thérapie dans le livre. Quelqu'un qui connaisse bien la physique quantique, mais qui fasse le lien avec la spiritualité aussi, hein, parce que donc et Emmanuel, il est vraiment un carrefour dans son travail entre le monde physique des particules et le monde de la conscience. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc, je l'ai contacté et il a tout de suite dit oui, alors qu'il préface en général pas de livre. Voilà, c'était une belle rencontre. Et puis après, on s'est rencontrés parce que j'organise aussi des colloques. Et donc, du coup, maintenant, on se connaît bien. Voilà. Il est formidable, hein. Il a tout un langage au niveau de la physique quantique. Il a inventé un vocabulaire propre à la physique quantique, un langage pour le monde des particules quantiques. Et je trouve ça très judicieux, parce que en fait, c'est un monde qui est complètement pas de ce monde-là. Et donc, du coup, c'est un langage un peu poétique. Il nous parle de bouquet floral. Il nous parle, et c'est des très belles images et ça nous fait percevoir ce monde un petit peu étrange finalement. Et il nous le fait approcher réellement par rapport à son langage des particules. Voilà. Alors vous aussi, vous êtes assez poétique. Dans votre introduction, vous dites, nous allons donc étudier les pathologies dentaires sous différents niveaux. En effet, les dents sont comme des cristaux, des disques durs d'ordinateur qui ont en mémoire toute l'histoire de l'individu et qui nous parlent de nos profondeurs. Les dents sont comme des disques durs d'ordinateur. Oui, alors vraiment pour moi, bon, c'est mon expérience professionnelle, hein, au fur et à mesure, je me suis rendu compte bon, que ces dents, elles portaient énormément en elles, que chaque dent, vraiment, c'était comme un réservoir de mémoire. Et c'est pour ça qu'elles sont faites de cristaux d'hydroxyapatite, donc en plus, c'est le tissu le plus dur de l'organisme, fait de cristaux donc au niveau de la silice, elles emmagasinent tout le vécu personnel de la personne et en fonction de chaque dent va nous parler d'un univers qui lui est propre, hein. Elles enregistrent chacune. Bon, une dent enregistre le tout, mais elles ont toutes leurs spécificités, on va dire, d'enregistrement, hein. C'est vraiment comme des disques durs. Il y a toute l'information de l'individu, de cette vie, de la vie intra-utéro. Elle commence à se former certaines dans la vie intra-utéro. Et aussi, pour moi, encore plus avant. Voilà, si on veut bien remonter encore, elle nous parle aussi de notre âme, de notre conscience, voilà. Donc c'est très profond, quoi. Vraiment, c'est très subtil et elles nous permettent en plus d'accéder à ces champs, hein. Chaque dent, c'est comme un petit tunnel, une porte, et si on sait bien se mettre en résonance avec elle, voilà, l'approcher, voilà, tout ça par la parole, avec la personne, etc. Elle nous livre tous ses secrets, voilà, et tous les tabous, tous les blocages, voilà. Et si elles sont malades, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Ok, là vous venez de dire qu'elle se forme en intra-utéro.
Qu'est-ce que vous pensez de ces enfants qui naissent avec une ou plusieurs dents? Ah, c'est intéressant. Alors, si elles naissent par... Alors, il y a une volonté vraiment aussi chez ces enfants-là d'incarnation. Ils veulent comme sauter les étapes, hein, des êtres très volontaires qui veulent déjà être à l'âge adulte, réaliser leur chemin de vie, et donc ils sont très pressés. Alors peut-être que dessous, justement, il y a une peur, hein, parce que souvent, c'est les incisives qui arrivent, hein, au départ. Et donc, devant, c'est plutôt le système urogénital des reins, de la vessie. Donc, du coup, c'est lié à l'eau, l'élément eau, les peurs. Donc, du coup, ils ont peut-être peur de ne pas pouvoir accomplir leur mission, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça y est, tout de suite, ils percent, ils veulent la vie à pleines dents, comme on dit, mais ils veulent aller de l'avant, ils veulent accomplir, ils ont peut-être peur de ne pas réussir parce que quelque part, ils savent que c'est difficile, que le chemin, avant d'arriver à accomplir ce qu'on a à accomplir, est assez long et on passe par des épreuves qui peuvent nous empêcher de le faire. Moi, je sens ça comme ça, hein, là, comme ça, vous dire ça, voilà, avec des peurs et une volonté aussi, des gens très volontaires plus tard. Voilà. Alors, il y a ces enfants qui naissent avec des dents ou une dent, et il y a ces adolescents qui n'ont jamais de dents de sagesse. Alors moi, j'avais entendu dire que ça serait une évolution normale de l'homme, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de dents maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, comme moi, n'ont pas de dents de sagesse? Est-ce que je suis pas sage? Alors, vaste question. Alors, donc, il y a plusieurs questions en fait. Alors, voilà, il y a des gens qui n'ont pas les dents de sagesse, mais on leur a retiré, on leur a extrait. Donc, Oui. il y a eu beaucoup de gens ou d'adolescents à l'heure actuelle, hein, malheureusement, où soi-disant qu'il n'y a pas de place, alors il faut bien étudier la chose parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on leur a enlevé. Ça, c'est une chose. Et il y a des gens qui n'ont pas de dents de sagesse du tout, de naissance. Et il y a des gens qui ont une, deux, trois dents de sagesse, ce n'est pas quatre. Hein. Donc, tout ça veut dire des choses. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de dents de sagesse que les dents de sagesse correspondent pour moi aux planètes transsaturniennes en astrologie. Et c'est à la possibilité de changer de plan de conscience, d'être dans une conscience un peu universelle. C'est des dents qui ont un numéro 8, 18, 28, 38, 48. En 8, donc l'infini, vous voyez, qui s'exprime là. Et ça correspond à l'âge mûr, la sagesse. On va dire après les 50 ans, 40, 45, 50 ans, où on se fait, on œuvre pour l'universel. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on ne va pas pouvoir accomplir ce chemin, parce que chaque dent est dans une loge énergétique. Donc, la loge énergétique de la dent, même si elle a été enlevée, elle reste là. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas parce qu'on n'a pas nos dents de sagesse qu'on ne peut pas atteindre la sagesse ou faire preuve de sagesse. Et sur l'autre partie de cette question, un dentiste me disait, ça serait l'évolution naturelle de l'homme, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de mastiquer, on n'est plus des carnivores comme avant, et il y aura de plus en plus d'enfants qui naîtront sans dents de sagesse. Oui, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, quand on voit les radios panoramiques, moi, je trouve que les enfants ont leurs dents de sagesse. Il y a 30 ans, comme maintenant, je n'ai pas vu une baisse d'apparition de dents de sagesse chez les enfants. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. En plus, en numérologie, ça serait dommage qu'on n'ait pas cette dent 8. Hein, paraît-il qu'avant, on avait 9 dents sur les arcades d'ailleurs, ce qui est intéressant parce que en numérologie, c'est de 1 à 9, hein, tout se passe de 1 à 9, après 10, on réactualise. Donc, cette 8e dent, elle est très importante. Elle est très importante, même si effectivement on est moins carnivore, etc.
dans la symbolique, elle est très importante. Elle est le reflet d'un système universel, en fait, cette dent 8 qui va dans le groupe. Hein. Et donc, si on perd cette dent de sagesse, ça serait plutôt un signe de dégénérescence pour moi au niveau spirituel, on va dire, ou déconnexion à la terre, hein, plutôt qu'autre chose. Hein, voilà. Donc, j'espère que les enfants vont continuer à naître avec des dents de sagesse. On va continuer sur les dents. Alors, il y a celles qui ne tombent pas. Moi, j'ai une fille qui a une dent, une dent de lait qui n'est pas tombée. Alors, et est-ce qu'elle a, il faut savoir, est-ce qu'elle a sa dent définitive qui est dessous ou pas, ou elle n'a pas du tout la dent permanente? Je pense qu'elle a pas, je pense qu'il n'y en a pas en dessous. Elle n'y est pas. Parce que voilà, il y a deux cas. On a encore la dent de lait, mais la dent permanente dessous, c'est qu'elle est mal positionnée, donc elle n'est pas sortie. Donc ça, on appelle ça une dent incluse. Alors ça veut dire des choses. Hein. Voilà, au niveau psychogénéalogique en particulier. Quand on a des dents incluses, on a des problèmes dans les lignées. Hein, voilà. Et donc, du coup, la dent de lait persiste sur l'arcade. Et il y a le cas où on a la dent de lait, il n'y a pas du tout la dent définitive de remplacement. Alors, bon, là, ça veut dire qu'il y a un manque quand même. Il y a un manque, il y a quand même un bug. Bon, alors, c'est difficile, c'est comme tout, c'est quand on fait un tirage de cartes et qu'on sort du contexte. Hein. Donc, à chaque cas, c'est différent. Donc, ça dépend de la dent de lait. Qu'est-ce que c'est comme dent de lait? Une incisive, je ne sais plus exactement laquelle, c'est En des... bas. Ouais. Hein, ouais. En bas, oui. En bas, d'accord. Ben, c'est lié quand même, alors, s'il y a une perte, il y a une perte de traçage dans les lignées, il y a une histoire de territoire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de territoire, là. Moi, je sens ça comme ça. C'est une histoire de territoire. Enfin, dans votre cas, hein, dans ce cas de cette incisive en bas qui manque. Donc, la dent de lait est là. Hein. Elle est en pleine forme, elle n'a pas de problème. Elle est là, mais c'est une dent de lait. Il n'y a rien dessous. Voilà. Mais quand la dent définitive ne sort pas, c'est qu'il y a un problème quand même de territoire dans les transgénérationnels. Hein, une peur de territoire. Si c'est une incisive, toujours on repart sur mon autre système, c'est lié aux peurs. Peur et puis, si c'est en bas, c'est son individualité. Donc, il y a une certaine peur au niveau du territoire. Elle a de l'ancrage, ça parle d'ancrage aussi, puisque ces petites landaises ont des petites racines. Donc, un petit manque d'enracinement un petit peu. Il y a quelque chose. Voilà. C'est difficile de répondre comme ça, c'est vraiment cas par cas. Non, pardon. Mais quand la dent est incluse, ça veut dire donc qu'il y a un problème dans les lignées, mais quand même, il y a quand même quelque chose de fort à comprendre dans ces cas-là, quand la dent de lait persiste sur l'arcade. Alors, on peut dire aussi, c'est qu'on veut rester un petit peu enfant. Hein, voilà, on parle de femmes enfants des fois, voilà. Bon, je pense que c'est pas du tout le cas. Voilà, je ne le sentais pas du tout comme ça. Mais dans certains cas, ça peut être ça. Voilà, enfin bon, il y aurait beaucoup à dire sur ces dents de lait. Et donc, mais dans les lignées, il faut aller chercher profondément. Il y a quelque chose là de l'ordre d'un manque, hein, enfin de la dent définitive, donc dans la structure. Hein. En parlant des dents de lait, c'est quand même assez drôle qu'on garde toutes les dents de lait de nos enfants et par contre, on ne garde pas toutes les dents qui tombent de nos aïeux. On ne fait pas la même petite boîte. Non, là, ça sera un petit peu. Pourquoi pas? Il y a peut-être des peuplades hein, qui font ça, on ne sait pas. Hein. Alors, on va rester sur la numérotation parce que justement, je me posais la question, il est question beaucoup de numérotation dans votre livre. Pourquoi il n'y avait pas le chiffre 9? Mais j'ai la réponse, c'est que finalement, on n'a que 8 dents de chaque côté, x 4, 32, ou alors 7 x 4, 28, en ce qui concerne ceux qui n'ont pas les dents de sagesse. C'est pour ça qu'on n'a pas le chiffre 9. Mais dans votre numérotation,
on n'a pas la dent 1, 2, 3, 4. Comment vous numérotez? Ça commence du 11. La numérotation est un peu spéciale. Est-ce que vous pouvez nous la... Alors, très Oui. bien. Alors, en fait, ce n'est pas moi du tout qui l'a inventé, c'est que la numérotation dentaire pour tous les dentistes, c'est comme ça a été mis au début du siècle. Il y a des dentistes, je n'ai pas justement retrouvé qui vraiment a fait cette numérotation-là, et je voulais vraiment rechercher, j'ai peu eu le temps, où ils ont commencé à noter la dent 11, 18 jusqu'à 18, ils n'ont pas commencé au 1. Voilà, jusqu'au 32. Hein, Oui, voilà. mais regardez, ça passe du 11 au 18 et après, ça passe du 18 au 21. Il n'y a pas de 19 ni de 20. Ça passe du 21 au 28 et après, ça passe du 28 au 31. Elle est drôle, cette numérotation, quand même. C'est drôle, mais en fait, après, comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, enfin, on sait, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bon, j'avais fait la numérologie, j'avais fait d'autres systèmes de nombres avec la Kabbale et en particulier. Et en fait, donc, je voyais mes numéros dedans, quoi. Donc, et puis, je soignais les gens. Donc, je me disais, la 11, et puis la 11, ça correspond à la force, ça correspond au père, ça correspond à beaucoup de choses dans les systèmes numérologiques. Et moi, je soignais cette dent 11 et les gens en parlaient, etc. Et puis, mais ça correspondait exactement. Ça correspondait exactement au système numérologique qu'on connaissait. Donc, en fait, j'ai pu me rendre compte que, en fait, cette numérologie qui a été faite par hasard, par des gens que je pense qui ne connaissaient pas le système numérologique, a fait que ça s'est bien fait finalement. Que ça ne pouvait pas être fait autrement. Parce que, alors, je pense aussi à 4 cadrans. Donc, ils ont voulu délimiter les 4 cadrans partant des 10, du 20, voilà, pour faire en haut à droite, en haut à gauche. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a eu une idée comme ça et ça s'est fait comme ça. Voilà, et il n'y a pas de hasard. Et en fait, c'est très judicieux et ça nous parle beaucoup, cette numérotation. Voilà. Oui, parce qu'on sait que bon, tous les 1 seront en haut À droite. à droite, tous les 2, enfin, qui commencent par un 2, hein, c'est-à-dire tous les 11, 12, 13 sont en haut, tous les 21, 22 seront en haut à gauche, tous les 31, 32, etc. seront en bas à gauche, et ce qui commence par un 4 sera en bas à droite. Bon, j'ai la réponse parce que je me demandais pourquoi il n'y avait pas de 9. Et donc, vous demandez à ce qu'on ait une 9e dent, c'est-à-dire une autre molaire de plus. Oui, avec les anthroposophes, j'avais fait des stages en anthroposophie à l'époque. Et donc, ils nous montraient bien qu'il y avait des mâchoires avec 9 dents. Il m'est arrivé d'avoir des patients, c'est rare, qui avaient 9 dents et dont ça faisait une petite dent de sagesse, plus petite que la dent de sagesse normale. Derrière, on avait une petite dent de sagesse. J'en ai eu en 30 ans, peut-être pas beaucoup, une dizaine, hein, mais je l'ai observé. Alors, voilà. Et pour les anthroposophes, certains, en tous les cas, à l'origine, on avait 9 dents. Oui, 9 dents, enfin, par cadran. Hein, donc, on a vu une 9e dent par cadran. Donc, voilà. Et c'est très intéressant en numérologie, en tous les cas. Mais ça n'empêche pas, parce qu'on commence, je l'explique dans mon livre, pour moi, c'est un chemin initiatique, la denture. Donc, on commence à cette dent 11, qui est le premier numéro dans ce système. Donc, 11, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on commence dans cette vie dans la dualité. Et donc, après, on chemine, grosso modo, dent par dent, 11, 12, voilà, jusqu'à 18. Après, on revient à 21, 28 et on finit tout ça à notre dent 48, qui est le plus grand nombre dans denture. Et 48, ça fait 8, 4 plus 8, ça fait 12, et ça fait 2 et 1, 3. Donc, tout notre cheminement, ça fait passer du 2 au 3 quelque part.
Donc, de la dualité à la triunité pour moi, à retrouver ce mouvement, cette relation, hein, corps, âme, esprit, hein, ce trois, ce trine. Et donc, voilà, et toute cette initiation, nos dents vont nous parler de notre initiation, notre chemin initiatique, hein, pour moi, en fonction aussi de ce qu'on a vécu, de nos épreuves, voilà. Deuxième partie de cet au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM 98.fr. Docteur Juliette Perronnet, nous parlons des dents, de ces dents, de nos dents qui sont le miroir de notre âme. Qu'est-ce que la dentisterie holistique, Juliette Perronnet? Alors, c'est encore une bonne question. Alors, la dentisterie holistique, c'est comme c'est comme la médecine holistique, hein. C'est une dentisterie qui tient compte donc de le corps, l'âme et l'esprit, de tout l'ensemble du corps. Qu'on ne soigne pas qu'une dent isolée dans le corps, mais que cette dent, elle est dans un système, dans la denture, elle est reliée au reste du corps. Et donc, pour soigner une dent, eh bien, on va tenir compte tout le reste du corps et toutes les pathologies, les affections, les traumatismes de la personne pour voir pourquoi, en fait, eh bien, cette dent ou ces dents sont malades. Et voilà. Et donc, on considère tout l'ensemble du corps comme une unité. Voilà. Donc, vous travaillez aussi bien sur le physique, le psychologique, le psychogénéalogique, la symbolique et le quantique. On peut rappeler quels sont les rôles des dents. Elles servent à appréhender les aliments et à la mastication. Ça semble très normal. Elles ont un rôle dans la phonation. C'est vrai que quand on perd ses dents, on n'a plus du tout la même voix. Elles interviennent dans la posture. Elles jouent un rôle essentiel dans la communication et dans la physionomie. En quoi elles peuvent intervenir dans la posture? Alors, dans la posture, c'est intéressant et c'est très important. En fait, les dents, les dents du haut rentrent en contact avec nos dents du bas, on parle d'occlusion dentaire à ce moment-là. Et cette occlusion dentaire, normalement, elle doit se faire d'une façon très harmonieuse, selon des courbes particulières. Et ça, c'est très important. Et si cette occlusion dentaire se fait pas bien, parce qu'on a une couronne qui est mal, pas en hauteur, ou qu'il nous manque une dent, ou qu'une dent est penchée, ou qu'elle tape trop celle du haut, etc., ça va déséquilibrer toute cette occlusion dentaire. Et par le biais neuromusculaire, des muscles et des nerfs, ça va se répercuter au niveau de nos ATM, l'articulation temporomandibulaire, et par le biais donc neuromusculaire, ça va impacter tout le corps et vice-versa. C'est-à-dire que si vous avez un problème à la cheville ou vous êtes fait mal, jambes cassées ou quoi, et que ça continue à être déséquilibré, par le biais, ça peut déséquilibrer aussi notre occlusion dentaire parce que ça va modifier notre posture. Les deux étant reliés. Mais au niveau de l'occlusion, si c'est perturbé, ça va nous perturber tout le reste de la posture du corps. Les ostéopathes connaissent bien ce système. Ostéocraniens, ils connaissent bien l'occlusion dentaire. Les ostéos travaillent avec beaucoup d'ostéopathes voilà, pour équilibrer l'occlusion, mettre des petits dispositifs qu'on appelle des gouttières d'occlusion. Donc, il en existe plusieurs que les gens portent en général la nuit. C'est un petit dispositif pas très encombrant qu'on met sur les dents du bas. En général, il y en a plusieurs sortes. Moi, je les faisais porter sur les dents du bas. Et donc, du coup, ça va déjà détendre la personne au niveau neuromusculaire. Et donc, du coup, il y aura un bienfait, un soulagement, souvent des douleurs que ça peut occasionner à distance, hein, cette occlusion. Moi, je pensais que l'occlusion, on limait aussi un peu les dents, on peut limer certaines dents. Oui, tout à fait. Alors, déjà, l'idée, c'est de mettre une gouttière pour détendre rapidement le patient. Et après, bon, si c'est juste une petite pointe d'occlusion de dent qui est un petit peu en surplomb,
Alors à ce moment-là, effectivement, on fait avec du papier d'occlusion, on voit les points sur occlusion, sur pression, etc. Et on peut faire des petits meulages. Mais il faut faire très attention parce que souvent, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça et on risque de meuler toutes les dents des gens, vous comprenez? Donc l'idée, c'est si c'est juste une petite pointe, surtout sur une couronne, hein, on fait un petit meulage, voilà, avec une fraise à polir tout doux. Hein, il ne s'agit pas de meuler 1 centimètre, hein, c'est un tout petit peu. C'est l'ordre du micro, hein, on n'est pas dans les centimètres là. Hein. Et donc, du coup, voilà, ça peut rééquilibrer très facilement. Et si on voit que c'est un petit peu plus costaud et qu'il faudrait peut-être faire des prothèses, mais il faut soulager les jambes tout de suite, on fait la gouttière et s'ils vont mieux, on se dit ah bah oui, c'est vraiment l'occlusion dentaire, ils vont mieux. Donc vraiment, il va falloir se pencher sur le problème et faire peut-être des meulages plus importants ou alors refaire des couronnes ou etc., ou des prothèses adaptées pour que cette occlusion redevienne normale. Voilà. Alors, en ce qui concerne les racines, quand une dent a été extraite ou est-ce qu'il faut absolument retirer les racines? Quand une dent est extraite, non, elle est extraite. Quand une dent a été travaillée, par exemple, on a mis une couronne ou on a mis une fausse dent sur une racine et cette dent n'a pas tenu, il reste la racine. Qu'est-ce qu'on fait de cette racine? Bon, alors, normalement, classiquement, on va dire, dans la ligne orthodoxe, donc il faut l'enlever. Hein, Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà, parce que ça peut faire aussi, c'est comme un fusible qui ne marche plus un peu. Donc il vaut mieux l'enlever souvent que la laisser parce que ça fait un blocage dans les circuits électriques, on va dire, du corps énergétique, hein, de toute façon. Hein, puis ça peut faire des infections à distance, etc. Bon. Après, il y a certains cas, par exemple, sous des prothèses, il y a des gens qui ont quasiment plus de dents, ils ont des prothèses totales quasiment, avec une ou deux petites racines qui restent sous la prothèse. Et des fois, on fait le choix, puis avec eux, c'est symbolique qu'il leur reste quelques racines à eux. Et donc, du coup, ils souhaitent les garder et ça peut tenir aussi les tissus osseux. Et parce que dès qu'on enlève les racines, le tissu s'effondre encore plus quelque part. Il se régénère, mais bon, les racines tiennent quand même ce tissu. Alors donc, du coup, des fois, on fait le choix de garder quelques racines en les obturant avec un petit genre composite voilà, biocompatible, le plus biocompatible possible. Voilà, dans certains cas, je ne suis pas à 100% pour enlever les racines. Voilà. Mais voilà, le plus souvent, il vaut mieux les enlever. Mais dans certains cas, voilà. Bon. Symboliquement, la racine, c'est quand même nos racines. Voilà, c'est ça. Donc, c'est nos racines. C'est pour ça que les gens où il manque beaucoup, beaucoup de dents, l'idée des fois, il reste 2, 3 petites racines. Et donc, par exemple, sur les dents, des gens qui n'ont plus de dents du tout en haut, il y en a beaucoup, hein, attention, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus leurs dents. Hein. C'est pas, je ne sais pas combien de pourcentage de la population. Bon, maintenant, c'était des gens qui sont d'un certain âge, donc qui ont manqué du nutriment, sûrement, etc., ou qui ont des passés psychogénéalogiques très lourds. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens, il y a quand même pas mal de gens encore qui n'ont pas beaucoup de dents. Hein. Et donc, du coup, oui, donc leur laisser leurs petites racines, c'est symbolique, c'est leurs racines, c'est leurs attaches, c'est leur ancrage. Donc, c'est une mutilation totale quand ils n'ont plus du tout une racine, quoi. Il y a un passage, là, on le sent. C'est difficile. Oui, docteur Juliette Perronnet, est-ce que c'est inéluctable qu'on perde ses dents en vieillissant ou est-ce que finalement la dent, elle est quand même plus costaud que ça ou est-ce que c'est génétique finalement? Alors, donc, d'abord, il y a le passé héréditaire qui compte. C'est vrai qu'en fonction de la famille d'où on vient, il y a des familles, malheureusement, dans des lignées, hein, puisqu'on a 2 parents, où on peut hériter de la mauvaise lignée et avoir des mauvaises dents.
Hein, donc, il n'y a pas de hasard aussi, il faut essayer de travailler. Alors, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est le reflet de mémoire très lourde, de non-dits, la maladie, des non-dits transgénérationnels qui aboutit que c'est complètement assez sclérosé, j'allais dire, hein, donc on perd les dents totalement. Oui, alors c'est pas inévitable, mais à partir d'un certain âge, vers 40 ans, 45, on commence à perdre un petit peu de tissu osseux. Hein. Donc, on perd progressivement, en fonction de notre nature, notre terrain. À partir d'un certain âge, on a tendance à déminéraliser un petit peu, donc à perdre un petit peu de tissu osseux au niveau du tissu de soutien des dents. Hein, donc, à déchausser un petit peu. Mais progressivement, il y a des gens qui ont 60, 80 ans, qui ont encore beaucoup d'os et qui ont toutes leurs dents et qui ne bougent pas. Hein. Il y en a plein. Hein. Donc, ce n'est pas fatal. Malgré le déchaussement. Malgré le déchaussement. Mais ce déchaussement, il est vraiment inégal. Hein. Alors, il y a le génétique, effectivement. Il y a aussi l'alimentation. Il y a aussi le stress, parce que le facteur stress joue énormément sur la déminéralisation, hein, puisque ça stresse la paroi intestinale et du coup une mauvaise assimilation intestinale. Donc, du coup, on déminéralise tout le corps et on déchausse. Hein, voilà. Donc, ça peut être dû à une mauvaise alimentation. Surtout, c'est lié, de toute façon, le déchaussement est fortement lié à notre inflammation, à nos intestins. C'est-à-dire que si l'écosystème intestinal est en bon équilibre, eh bien, on va bien assimiler, on aura donc au niveau minéraux, au niveau de nos os et nos tissus dentaires, ça sera fort. Si la barrière intestinale, on sait bien presque toutes les maladies ont une origine au niveau des intestins sur un certain plan. Hein. Donc, cette barrière intestinale est très importante. Hein. D'où, voilà, moi, je conseillais beaucoup à des gens qui déchaussaient, des femmes vers les 40 ans qui commencent à perdre énormément de dents. Déjà, on voit au niveau des intestins, on rétablit le régime alimentaire, déjà le régime alimentaire aussi, supprimer des choses, des grosses erreurs, voir s'ils sont allergiques au lait, au gluten, etc. Et là, on a déjà des choses miraculeuses. Au niveau 3 semaines, déjà, ils ont plus mal, hein, parce que ça fait mal, les déchaussements, tout ça. Et puis après, c'est plus rouge, c'est plus inflammé. Après, on donne des compléments, des probiotiques, tout un tas, du sérum de Quinton pour reminéraliser. Voilà. L'idée, c'est que cet écosystème intestinal, cette barrière intestinale, soit saine et du coup, que la minéralisation se fasse bien, l'assimilation. Et que, voilà. Donc, il faut tout rétablir pour pallier à ce déchaussement qui peut arriver très tôt. Hein. Il y a des gens à 25 ans, ils déchaussent. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut voir vraiment la personne globalement. Les déchaussements, c'est les parodontites, parodontose. C'est très difficile à indiquer. Et c'est aussi, voilà, c'était peut-être des questions que vous vouliez me poser après. Voilà. On va rester sur les métaux lourds et les mémoires ancestrales. En tant que dentiste énergéticienne, vous ajoutez que le fait d'avoir des amalgames en bouche n'est pas le fait du hasard. Et j'aime bien cette comparaison que vous faites avec Mercure. Nous noterons aussi que dans l'Antiquité grecque, le dieu Hermès, qui conduisait les voyageurs et l'âme des morts, est devenu Mercure à Rome et est honoré comme le dieu des commerçants et des voleurs. C'est aussi le dieu de la communication en général. Et donc, en général, dans ces amalgames, il y a eu toute une polémique sur le Mercure mis en bouche. Hein. Ah bah oui, les métaux lourds. Oui, là, il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet parce que, en fait, c'est un peu encore tabou en France, hein, il faut dire. Il y a des pays comme en Suède, en Norvège, il y a des cliniques qui sont installées depuis plus de 15 ans où ils dépolluent, oh oui, plus de 20 ans, où il y a des dépollutions de ces
ces amalgames en bouche dans des cliniques spécialisées où on prend les gens en charge dans des conditions extrêmes de précaution, avec tous des protocoles pour drainer les métaux lourds, des chélations, on appelle ça. Et en France, on n'a pas vraiment ça. On n'a pas interdit encore de le mettre en bouche. Il n'y a pas Non, d'interdiction de le mettre en bouche. non. Par contre, au niveau de nos fauteuils dentaires, on a une obligation stricte d'avoir des récupérateurs d'amalgame parce que sinon, on n'est pas aux normes, on a une amende sévère. Hein, donc, parce que ça pollue l'environnement. Hein. Et Ça, en bouche, oui. ça pollue pas que l'environnement, ça pollue le dentiste qui est au-dessus. J'avais entendu dire qu'il y avait plein de dentistes qui finissaient à se suicider à cause du mercure qu'ils prenaient dans la tête quand ils... Complètement. Moi, j'ai Ouais. mes beaux-parents qui étaient dentistes et mes arrière-beaux-parents qui étaient dentistes, des couples de dentistes. Donc, on a vu ça. Ils préparaient le mercure avec une peau de chamois. Hein. Ils essoraient l'amalgame. Il y avait des gouttelettes de mercure qui tombaient. Et moi, à la fac, quand j'étais à la fac, c'est ça. On n'avait pas les capsules de mercure. Moi, personnellement, j'en ai jamais posé en dehors de la fac de plombage. Mais donc, on avait à la fac, on essorait les peaux de chamois. Moi, j'étais en 4e année et on avait les gouttes de mercure, on en avait plein les mains. Alors, parce que le mercure, ça bouge, on ne peut pas l'attraper. C'est des boules. En pharmacie, on en avait aussi, je ne sais pas comment on en avait. Donc, c'est très dur, le mercure. On a envie de jouer avec. Ah oui, c'est fuyant, c'est comme ça. Et c'est vrai que paraît-il que les cabinets où il y a des amalgames, même le fait d'en déposer, eh bien, on pourrait colorer le mercure. Paraît-il qu'à 100 mètres à la ronde, je me demandais, même si ce n'est pas plus, on aurait des trucs rouges, vous voyez? Parce que le fait que les gens sortent sur le trottoir, ils emmènent ça partout. Hein. Et c'est donc, volatile. oui, c'est très, très volatile. Voilà. Alors, la chélation à faire, vraiment, vous ne la conseillez pas forcément parce qu'on peut faire plus de mal que de bien en retirant les amalgames. On a vu l'occlusion, on n'a pas vu la parodontie, qui est une zone d'alarme. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure du déchaussement, donc des parodontites. Voilà, alors les parodontoses, c'est quand même une maladie pour moi, quelque part là, de civilisation. Alors c'est vrai qu'il y a nos parents, il y avait des pépés mémés à l'époque, on voyait, ils n'avaient plus de dents dans les campagnes, bon, d'accord. Mais là, c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas la même impression, cette parodontite. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes très jeunes, vers les 35, 40 ans, qui déchaussent énormément et avec une gencive très particulière. On dit que c'est la cigarette aussi. Voilà, bah oui. Alors la cigarette, ça fait une gencive qui est différente parce qu'en fait, ça bloque la circulation sanguine. Donc, ça fait des gencives rétractées, hein, ça rétracte le long. Mais les parodontites, autrement, sans forcément avec la cigarette, c'est plus spongieux. Hein. Je m'excuse, c'est un peu barbare comme terme. Mais Et là, vraiment, on sent que c'est sur un terrain psycho-affectif très difficile. L'os dentaire, c'est l'os, ça veut dire oser en décodage. Hein. Oser être ce qu'on doit être. Alors, les gens qui ont été complètement cassés dans la petite enfance, oh, ma pauvre fille, et puis à l'école, oh, bah, celui-là, il ne fera jamais rien, il n'est pas bon en maths, ou je ne sais pas quoi. À force, le système nous a dépréciés, dévalorisés. Donc, ces sentiments de dévalorisation, hein, quand on perd de l'os et qu'on n'ose plus, on n'ose plus, hein, voyez. Et donc, ça, c'est très parlant. Et dans notre société, on est dans une société où c'est difficile de se réaliser. On peut, évidemment, il y a une partie où c'est extraordinaire, tout est possible. Mais il y a aussi ce joug voilà, de conditionnement éducatif très fort où, voilà, où on t'empêche, on te muselle. Et du coup, ça fait des gens très rétractés. Donc, du coup, eh ben, on perd du... Voilà. Et puis, c'est dû à l'autorité, bon, etc. Donc,
les parodontites, déjà, il faut les traiter localement. En général, au niveau intestinal, en général, c'est tout à retraiter. Il faut nettoyer le foie, vésicule et puis les reins, drainer les émonctoires. Il faut reminéraliser, redoper l'organisme pour arriver à stabiliser et des choses locales. Et puis des fois, il faut faire des tartrages profonds, ce qu'on appelle des curetages, mais avec des produits naturels, le plus naturel possible. Hein, voilà, moi j'ai utilisé une pâte de Cavaillès, c'était qui marche très bien avec un peu d'oxygéné, tout ça, des petites injections. On arrive à maintenir beaucoup les gens. Alors aussi, la question c'était voilà, quand on commence à déchausser très fort, voilà, et que ça ne s'arrête pas et que c'est difficile, c'est vraiment la signal d'alarme de pathologies beaucoup plus graves qui vont arriver. Et il y a des universités à Montpellier, ça fait déjà plus de 15 ans, 20 ans qu'ils ont déjà prouvé la cause à effet. Donc c'est vraiment un système d'alarme là où, attention, il faut que je me prenne en main, il se passe quelque chose dans mon corps, il y a quelque chose vraiment de fort et il faut voilà, me soigner réellement tout l'organisme. Comme vous le dites, mal de dents en un seul mot. Troisième partie, dernière partie de cet au-delà du miroir. Nous poursuivons notre chemin dans nos dents, dedans nos dents, dans les dents miroirs de votre âme avec le docteur Juliette Perronnet, qui est chirurgien dentiste. On a vu un peu le côté physique, on a vu un peu le côté psychologique, il y a le côté psychogénéalogique avec l'occlusion dentaire et l'empreinte familiale. On a parlé un peu des racines, des couronnes, des déchaussements, tout ça, ça serait plutôt du psychogénéalogique. Oui. Après, on a le côté symbolique. Alors là, dans votre livre, vous allez travailler avec les 4 éléments, avec la numérologie, avec les tarots, les lettres hébraïques. Donc, vous dites à la page 113 que récemment, vous avez eu l'intuition suivante que la Bible commence par le mot Bereshit, qui signifie à la fois au commencement et en tête, entre parenthèses, le projet que Dieu a en tête. Et la première lettre de ce mot est un B, or le B est la lettre hébraïque Bet, qui a pour valeur 2. Dieu aurait commencé la création selon le livre du Zohar avec la lettre Bet de valeur 2 et non pas avec Alep de valeur 1. Alep présidera à la création selon ses écrits, c'est à méditer. Ah oui, alors. C'est les questions que vous posez dans tout ce chapitre où vous citez Annick de Souzenel, je pense, où on est plus dans toute la symbolique avec les lettres hébraïques, avec l'arbre des Zéphiroth, avec plein de problèmes. Ça va être difficile à aborder dans ce livre. Moi, je préférerais qu'on aborde tout de suite le côté quantique. C'est une porte sur nos mémoires familiales. Vous parlez des dents et du point zéro et de la matrice quantique. Est-ce que vous pouvez un peu développer? J'aimerais que vous nous parliez du nombre, par exemple, du nombre 64 et de l'ADN. Alors, donc, je me suis rendu compte, en fait, oui, en fait, je suis en train de travailler là-dessus à l'heure actuelle, encore là, parce que je m'aperçois encore beaucoup plus de choses que j'ai marquées dans le livre, évidemment. Et donc, c'est une bonne question. Sur Oui, le point zéro, voilà, sur le point zéro. Alors, donc, les dents, comme on le disait, pour moi, c'est vraiment des cristaux. C'est vraiment des disques durs que chaque dent contient toute la mémoire de la personne et plus encore. C'est-à-dire elle a en mémoire, en fait, pour moi, cette dent, elle a en mémoire toute l'histoire de l'univers, en fait, quelque part. Allez, allons-y. Et donc, elle va nous permettre aussi, si on se met en résonance avec ces cristaux, comme les cristaux, les pierres, elles parlent, les pierres. Elles parlent. C'est comme les arbres. Les arbres, c'est des végétaux, mais les pierres, elles nous parlent. Et nos dents, elles nous parlent. Si on se met en résonance, ce sont comme des trous de verre. Elles nous mettent en connexion justement, par leur nombre, par le système de la denture qui est une unité en soi, parce qu'il y a 64 éléments pour moi. 32 fois 2, j'en parle dans mon livre. Et donc, comme dans l'ADN, où il y a 32 fois 2, donc codons dans l'ADN
donc 32 symétries de 32. Donc, dans les dents, il y a 32 aussi, 32 avec 16, enfin bref, elles sont symétriques, c'est un système autonome et donc elles vont nous permettre de rentrer dans l'envers du décor de nos inconscients. Elles vont parce que c'est comme une passerelle, chaque dent, si on se met en résonance, comme si elle avait un chant qui lui est propre, et si on se met en résonance, on va arriver à décoder par le nombre qu'elle porte, par l'énergie qu'elle porte, comme les lettres qui portent. Et donc voilà. Et pourquoi aussi j'en suis arrivée là? Parce qu'en fait aussi, en hébreu, la 21e lettre de l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres, c'est la lettre Shin. La lettre Shin qui est représentée par un trident, dont on parlait aussi tout à l'heure, de trois branches. Et donc cette lettre Shin, c'est l'idogramme d'une dent. En hébreu, dans l'alphabet, chaque lettre correspond à un nombre et un idogramme. La 21e lettre, c'est une lettre très importante. Il y a 3 lettres mères dans l'alphabet hébraïque, Aleph, le 1, 2, le même, c'est la mère divine, le même, et donc le Shin, qui est comme le fils, c'est l'esprit, le feu. Hein. Et donc, l'idogramme, c'est une dent. Pourquoi ils ont choisi une dent? Ce n'est pas au hasard, les kabbalistes. Hein. C'est une tradition orale, c'est bien avant Jésus-Christ. Hein. Donc, ils n'ont pas choisi par hasard. Ils avaient pressenti que dans les dents, il se passait quelque chose de l'ordre du feu, du sacré. Tu vois. Et donc, du coup, ces dents, elles peuvent nous révéler comme un tabernacle. Hein. Jean-Yves Leloup, il parle de tabernacle à des moments, et elles vont nous révéler quelque chose de l'ordre de notre âme. Et elles ont gardé aussi le réservoir de toutes les possibles, de la reconnexion aussi, de notre connexion. Il y a ce possible à l'intérieur. On parle de chambre pulpaire. Donc, c'est comme la chambre nuptiale dont parle aussi à un autre niveau Jean-Yves Leloup du tabernacle. Il y a cette possibilité de se reconnecter à soi. L'Adam, hein, l'Adam, le premier homme, l'homme réunifié, Adam. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet pour développer tout ça, parce que c'est très profond en fait, avec cette échelle des nombres dans la denture, on a un système qui rejoint en fait la géométrie sacrée, donc avec ces 64 éléments qu'on retrouve dans la fleur de vie de l'univers, donc la fleur de vie qui matérialise la géométrie sacrée de l'univers, qui est fait de 64 tétraèdres. Et ces 64 tétraèdres, c'est Nassim Haramein. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait 15 jours de stage en 2014 avec Nassim Haramein. Il vous explique très bien ça. Et donc, il y a 64 tétraèdres dans la fleur de vie qu'on retrouve dans les grandes civilisations anciennes, que ce soit en Égypte, en Inde, en Chine, à Cité interdite. On retrouve cette fleur de vie donc, qui est un témoin d'une géométrie sacrée qu'on retrouve dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Moi, je la vois au niveau des dents. Donc, c'est un système vraiment universel qui se laisse voir, qui est là devant nous. Voilà. Alors, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une symétrie miroir dans les dents et en même temps, il y a une asymétrie miroir. Ah oui, ça, c'est formidable. C'est-à-dire que dans l'ADN, donc Jean-Claude Pérez, dont je parle dans le livre, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Codex Biogenesis, les 13 codes de l'ADN, hein, j'en parle dans le livre. Il a démontré que dans l'ADN où il y a 64 codons, il y a une asymétrie systématique quand il répertorie tout. C'est très compliqué son bouquin, il a tout prouvé de A à Z, c'est incroyable. Il trouve une asymétrie de 32 codons face à 32 codons miroirs. Et dans nos dents, on a donc 16 couronnes et 16 racines en haut. Et donc, on a 16 couronnes en bas et 16 racines en bas. Donc, ça fait
ça fait 32 éléments en haut et 32 éléments en bas. Et donc, donc, et à droite aussi, on retrouve ces 32 là et 32 de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que à droite, à gauche, on a une symétrie. Hein, notre incisive centrale, du haut, elle est symétrique à celle de droite et de gauche, la latérale, la canine, tout est symétrique droite-gauche. Et on a une asymétrie aussi entre le haut et le bas, c'est-à-dire que nos dents du haut sont symétriques des dents du bas, et on a bien 4 incisives en haut, 4 incisives en bas, mais après les canines, mais elles vont être un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'une petite asymétrie à l'intérieur de la symétrie. C'est ça qui est intéressant. Et donc, des grands physiciens quantiques comme Pauli, avec aussi Jung, ont beaucoup étudié, surtout Pauli, cette histoire de symétrie et d'asymétrie. Et pour moi, c'est très important cette asymétrie miroir, parce que en fait, cette asymétrie au sein de la symétrie, puisque par exemple, nos molaires du haut, elles sont symétriques de nos molaires du bas. On en a bien, si on compte les dents de sagesse, pas des dents de sagesse, on en a 2 de chaque côté en haut qui vont être symétriques des 2 de chaque côté en bas. Mais à l'intérieur de nos molaires, les molaires du bas sont un petit peu différentes dans leur forme que les molaires du haut. Comment elle s'appelle celle-ci là? Les grosses, comment elles s'appellent là? Incisive centrale. Et les incisives du haut sont beaucoup plus grosses que celles du bas. Pour oui. Tout le monde. Pour oui. tout le monde. Oui. Ça, voilà. Ça se voit comme l'œil au milieu de la figure. Oui, c'est ce qu'elle de dire. Alors, du coup ben voilà, c'est net. Là, on voit qu'en bas aussi, on a nos 2 incisives centrales, mais elles sont toutes petites. Mais elles sont quand même symétriques parce que c'est quand même 4 incisives en haut, 4 incisives en bas. Mais celles du bas, elles sont un peu plus petites. Alors, en haut, c'est le père et la mère. Hein, ça pose 2 archétypes. Père, mère, clac. Donc là, déjà, il faut déjà, il y a beaucoup à voir avec ça. En plus, c'est devant. Donc oui, justement, on peut peut-être terminer l'émission sur le sourire, puisque le sourire, ça permet de... Vous le dites dans votre livre, il y a des gens qui sourient avec des dents pas très belles. Ils n'ont pas peur de sourire quand même, c'est toujours étonnant. Et d'autres gens qui pourraient avoir un sourire plus radieux et qui cachent leurs dents. Qu'est-ce que vous pensez du blanchiment dentaire, qui est très à la mode? Alors, le blanchiment dentaire, pourquoi pas? Alors après, les gens, ils arrivent, je veux un blanchiment, alors tu regardes, mais vos dents, ça va, quoi, avec un petit polissage, un nettoyage normal, déjà, ça enlève beaucoup de coloration. Et puis, oui, et souvent, ce n'est pas nécessaire. Et je leur dis, vous savez, normalement, la dent, elle n'est pas blanche. En plus, blanchiment. Les dents, tu prends une palette en prothèse, on a toute une gamme de couleurs quand on refait les dents, les prothèses devant et tout. Donc, on a tout un teintier, des teintiers. Je leur montre. Je leur dis, ben, vous voyez le teintier, il n'y a pas de dents blanches. Même la première, les plus claires, elles sont pas blanches. Elles sont, d'ailleurs, les teintes les plus claires du teintier, ça fait les C1, elles portent un nom 1, en général, C1, A1. Elles sont très, très claires et genre, il y en a qui font presque dents de mort. Parce qu'une dent qui est dévitalisée, on la reconnaît très bien parce qu'elle devient blanche, justement. Elle devient morte. Alors après, elle devient presque noire et tout. Bon, d'accord. Mais elle a un passage, vous voyez, comme un tissu mort. Quand vous vous baladez, des fois, on trouve des os d'animaux dans les forêts. C'est tout blanc, ouais. Voilà, et c'est tout blanc. Donc, c'est ridicule, cette histoire de blanchir. Moi, je trouve que, bon, alors après, effectivement, on peut faire quelque chose de joli, retrouver sa couleur d'origine. Il faut faire très attention aussi parce qu'on a une couche d'émail et dessous, il y a la dentine. Donc, la dentine est toujours plus jaune, hein, et l'émail plus clair dessus. Alors, il y a des dames ou des hommes, et alors ils se brossent les dents, mais alors 10 minutes, 3 fois par jour,
Ils arrivent, mais ils ont plus d'émail, hein. Il y a des creux tellement ils ont frotté, quoi, tu vois. Alors, il faudrait voir aussi, est-ce qu'ils se sentent sales de quelque chose, voilà, pourquoi ils veulent Oui, paraître. ou ils veulent avoir des dents blanches comme tous les présentateurs télé, ou voilà, je veux dire, c'est une mode, ces dents blanches à Ah, l'américaine. voilà, voilà, Donc faites attention, prenez des brosses à dents plutôt souples que dures. voilà. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission? Je sais que vous faites des stages, vous donnez des stages à des dentistes, je pense, non? À qui Alors, s'adresse je ces donne stages? des stages à des dentistes donc en thérapie globale par la vie, c'est TGV, comme le TGV. Et alors, thérapie globale par la vie, donc j'ai des stages pour les dentistes en dentisterie holistique, hein. Donc, ça, c'est merveilleux parce que bon, il y a beaucoup de choses à transmettre. Voilà, donc ça, c'est super. Et puis aussi des thérapies globales par la vie, mais pour tous les thérapeutes. Parce qu'en fait, voilà, comme on disait, j'ai fait un cursus d'homéopathie, d'ostéopathie, j'ai fait beaucoup de cursus, naturopathie tout au départ, etc., avec toute la symbolique, les constellations, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Donc, et je relie globalement tous ces plans, et donc ça aboutit sur une thérapie globale par la vie, que Mada, je donne des formations, j'en ai donné une samedi dernier, là, pour donc tous les thérapeutes de tous bords, et ça relie tous ces plans, hein. J'ai des ostéos, après on relie avec les plans symboliques, etc. Donc avec les systèmes de nombres, voilà. Et donc on apprend tous les plans et on fait des liens entre les plans. Et on approche aussi d'une façon quantique, hein, de façon à avoir une ouverture, voilà, très large pour appréhender le vivant. Voilà, donc et ça, c'est formidable. Ça, c'est sur le 3W, thérapie globale par la vie tout attaché, thérapie avec un E, global avec un E, par la vie.fr, thérapie globale par la vie.fr. Le livre s'appelle Les dents, miroir de votre âme, l'approche quantique aux éditions Guy Trédaniel du docteur Juliette Perronnet. Une phrase pour terminer l'émission. Mal dedans, mal dehors. Mais en ce moment, c'est bien d'actualité parce qu'avec ce qu'on vit à l'heure actuelle, ça révèle quand même un malaise général, que mal à l'intérieur. Je pense qu'aussi c'est une chance aussi de se tourner cette période de Covid, de 2021-2022, aller voir ce qui se passe en nous, de retrouver ses racines à l'intérieur et de se retourner à l'intérieur de nous-mêmes, hein, comme dit Annick de Soustenel dans son très beau livre, le dernier livre, Le Grand Retournement d'Annick de Soustenel, se retourner, hein, comme l'enfant qui se retourne dans le ventre de la mère, revenir à nos sources qui sont à l'intérieur de nous. Voilà, moi c'est ce que je pense profondément, que c'est une grande chance pour nous. Ce qui se passe quelque part, c'est compliqué, c'est difficile, c'est peut-être douloureux, mais c'est aussi une chance inouïe de se reconnecter à nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est un cadeau, quelque part, entre guillemets, hein, dans un certain plan, ce Covid. Alors, plus on nettoie, plus on pourra savoir où on veut aller, plus on y verra clair, on va dire. Merci Voilà. beaucoup, Juliette Perronnet. Merci beaucoup. Merci, merci, hein, Joël, merci.